Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction l'Europe, où le ministre des Affaires étrangères de la République du Djibouti participe à la réunion ministérielle Union africaine, Union européenne à Bruxelles. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où sont 19 Palestiniens tués dans des frappes israéliennes. C'était les titres. Merci de nous accueillir chez vous. Eh bien, c'était ce matin au Red Sea World que le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, a eu l'honneur d'accueillir son Excellence Abdurrahman Mohamed Abdullahi, président du Somaliland, et sa délégation. Réunis dans un esprit de cordialité, de respect mutuel, cette réunion marque une étape importante dans le développement de l'intégration régionale et du partenariat économique. Était également présent le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, le ministre des Communications chargé des Postes et des Télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, ainsi que plusieurs hauts responsables de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Rappelons que les discussions ont porté sur l'actualisation des études relatives au développement des ports de Zeila, Bulhar, ainsi que sur l'amélioration des corridors. La délégation somalienne, conduite par le président Abdurrahman Mohamed Abdullahi, a bénéficié d'une visite guidée, ainsi que des installations du terminal à conteneurs de Doralé, l'un des ports les plus avancés et performants de la région. Cette visite leur a permis d'observer les capacités technologiques et logistiques de pointe du terminal, que son rôle essentiel dans le commerce maritime dans la Corne de l'Afrique. Les responsables de la SGTD ont présenté l'infrastructure de pointe du terminal, ses procédures opérationnelles et les diverses initiatives mises en place pour améliorer l'efficacité des flux de transport maritime et terrestre. Direction l'Europe, où je vous disais dans le titre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, a pris part à la 3e réunion ministérielle conjointe entre l'Union africaine et l'Union européenne, tenue à Bruxelles à la tête d'une délégation composée du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Hassan, de l'ambassadeur et chef de mission auprès de l'Union européenne, M. Aden Mohamed Dileta, de l'ambassadeur et représentant permanent auprès de l'Union africaine, M. Abdi Mohamed Haïbi, et du directeur des relations multilatérales, l'ambassadeur Guélé Idriss Omar. Lors de cette rencontre de haut niveau, plusieurs tables rondes thématiques ont été organisées, dont celle consacrée au multilatéralisme, à laquelle le ministre a activement pris part. Il a souligné que pour Djibouti, le multilatéralisme constitue un levier essentiel pour faire entendre la voix des pays en développement, promouvoir un ordre international plus équitable et renforcer la coopération face aux défis mondiaux. En marge de la réunion ministérielle, le ministre a tenu plusieurs entretiens bilatéraux avec des homologues africains et européens. Il s'est notamment entretenu avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne afin d'échanger sur les relations de l'Union européenne-Djibouti, les enjeux régionaux et les perspectives de coopération renforcées. Par ailleurs, le ministre a également échangé avec M. Bahdi Abdelati, ministre des Affaires étrangères de la République d'Arabe d'Égypte, et Dr Johan, ministre fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne. Le ministre des Affaires étrangères a plaidé en faveur d'un multilatéralisme plus représentatif et plus inclusif, orienté vers des résultats concrets. Dès là, je vous emmène aux États-Unis d'Amérique, où l'ambassadeur de Djibouti auprès des Nations Unies, M. Mohamed Doualé, a pris part à la réunion du Conseil de sécurité intitulée « Renforcer la sûreté maritime par la coopération internationale aux fins de la stabilité mondiale ». Eh bien, lors de son discours, il a indiqué que la sécurité maritime, et au moment où les menaces se multiplient, deviennent de plus en plus complexes et sont de plus en plus interconnectées. Il est à noter, comme l'indique un rapport, que la configuration actuelle du Conseil de sécurité comprend un groupe des pays disposant d'une expérience et d'une expertise accumulée sur cette question. Nous remercions, a-t-il indiqué, également la présidence grecque pour la note conceptuelle détaillée. Djibouti a un intérêt évident dans la sécurité maritime, située au carrefour de certaines des routes maritimes les plus vitales du monde. Environ 20% du commerce mondial transite par ce passage. Et en tant que nation maritime, depuis des temps immémoriaux, le droit de la mer, tel que l'a développé au fin des ans, a toujours revêtu une grande importance pour le peuple djiboutien. Djibouti est à ce titre fier d'avoir été l'un des signataires originaux de la Convention de Montegro Bay,
le 10 décembre 1982. Mais selon nous, l'une des plus grandes réussites est insuffisamment reconnue. La décision avisée de ses rédacteurs intégrée dans son architecture juridique, la reconnaissance du fait que la coopération en tant qu'au niveau international que régional, ce qui est crucial et essentiel pour permettre une utilisation responsable et pacifique des mers. L'ambassadeur a indiqué que les obligations de coopération revêtent une importance particulière pour Djibouti à la lumière des problèmes maritimes regrettables qui ont affecté la mer Rouge et le golfe d'Aden, ayant conduit à l'adoption par le Conseil de la résolution 2722 de janvier 2024. Djibouti est donc heureux d'avoir joué un rôle significatif dans l'élaboration du code de conduite relatif à la répression de la piraterie et des vols de main armée contre les navires dans l'océan Indien occidental et le golfe d'Aden, adopté par Djibouti et 20 États de la région le 29 janvier 2009. Depuis l'adoption du code de conduite, Djibouti est fort de son succès en matière de coopération. 18 États de la région ont adopté en janvier 2017 l'amendement de Jeddah au dit code. Cet amendement a élargi le champ. Sous la direction du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le plan de développement économique de Djibouti vise à transformer le pays en un centre logistique commercial et de télécommunications. Djibouti a investi dans 12 câbles sous-marins, illustrant son engagement à devenir une passerelle numérique entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, a-t-il assisté. Si les préoccupations liées à la sécurité maritime sont efficaces, prises en compte de leur apparition, Djibouti a ainsi engagé des efforts pour renforcer son cadre de sécurité maritime, a-t-il indiqué. À cette occasion, nous remercions, a-t-il conclu, les organisations internationales, les pays amis et les partenaires qui ont assisté Djibouti dans ses efforts visant à renforcer les plans sécuritaires, portuaires et améliorer les compétences du personnel chargé de leur mise en œuvre. Direction l'Égypte, où l'ambassadeur Ahmed Ali Baré, ambassadeur de la République de Djibouti en Égypte et représentant permanent de la République de Djibouti auprès de la Ligue des États arabes, a participé à la 20e session de la réunion du Forum de coopération sino-arabe au niveau des hauts fonctionnaires, ainsi qu'à la 9e session du dialogue politique et stratégique au même niveau, tenue le mercredi dernier dans la capitale marocaine à Rabat. Au cours de ces réunions, l'ambassadeur Ahmed Ali Baré a représenté Djibouti et a exprimé le soutien de Djibouti au renforcement des relations de coopération sino-arabe dans tous les domaines, de tous les niveaux. Il a souligné l'importance pour la République populaire de Chine de jouer un rôle accru dans la résolution des conflits et les crises dans la région arabe, en particulier la cause palestinienne. Il a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu et la levée des restrictions imposées à nos frères dans la bande de Gaza et en Palestine, appelant la Chine, en raison de son poids politique régional et international, à intervenir pour mettre fin à cette agression. Il a également invité la Chine à intervenir pour résoudre la crise soudanaise dont les répercussions négatives s'aggravent dans la région. Dans le même contexte, l'ambassadeur a affirmé l'adhésion de Djibouti au point inscrit à l'ordre du jour des réunions du forum. Il a salué le rôle de développement joué par la Chine dans les pays arabes et les efforts visant à renforcer la coopération dans le domaine des monnaies numériques, des banques centrales, ainsi qu'à la coordination des positions dans les instances internationales concernées par les réformes de l'architecture. Retour à Djibouti, où l'École supérieure internationale de la protection civile de Djibouti, institution à vocation régionale dédiée à l'excellence dans la formation des acteurs de la protection civile, a organisé aujourd'hui la cérémonie de clôture de la session de formation commandement des opérations de crise niveau 4. Cette formation de haut niveau spécifiquement conçue pour les chefs de centres de secours va renforcer les capacités de coordination des moyens humains et matériels dans le cadre de l'opération d'une grande envergure. Elle prépare les responsables de secours à gérer des situations complexes telles que les incendies majeurs, les catastrophes à nombreuses victimes ou les déraillements d'un train. À travers des modules théoriques et pratiques intensifs, cette formation a permis aux participants venus du pays, de la région, de développer une approche stratégique et opérationnelle efficace face aux crises les plus critiques. L'École supérieure internationale de la protection civile de Djibouti, située à Nagad, réaffirme à travers cette initiative son engagement à former une élite africaine capable de répondre au professionnalisme et à l'efficacité aux défis sécuritaires et humanitaires de la région. Rappelons que la cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et le directeur général de la protection civile de Djibouti, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, en présence de l'ambassadrice de France à Djibouti. La clôture de cette formation a aussi vu la participation de nombreux officiers civils et militaires, notamment le chef de cabinet du directeur général de la police nationale.
la Mauritanie, le Sao Tomé et Principe, le Sénégal et le Togo. Son Excellence, Madame l'ambassadrice, en ma qualité de présidente du stage de la première promotion de la formation officier garde compagnie et au nom des officiers de la dite promotion, nous remercions toutes les personnes morales et physiques. Nos remerciements vont également à la personne du commandant Thierry Chapon, qui nous a inculqué des connaissances techniques et opérationnelles qui vont nous permettre d'avoir une vision panoramique du théâtre des opérations de secours. Écoutons à présent l'ambassadrice de France à Djibouti. Tout le continent est présent et dans toute la diversité de vos uniformes et de vos talents, vous incarnez tous quelque chose qui est assez unique, c'est le service public. C'est le service aux personnes, à nos concitoyens. Aider et secourir, c'est le métier le plus noble. Et de ça, j'espère que vous êtes tous très très fiers. Et le développement des compétences en continu, parce que ce n'est qu'une étape de votre formation et de votre aguerrissement au métier. C'est vraiment quelque chose que vous devez conserver à l'esprit dans la durée. J'ai un mot aussi pour toute la diversité des autres uniformes, parce que le succès de ce premier stage et de l'école supérieure internationale de protection civile, c'est aussi la somme de tous les talents, de tous les services de sécurité intérieure qui sont mobilisés. Eh bien, cette formation a permis aux participants venus du pays de la région de développer une approche stratégique et opérationnelle efficace face aux crises les plus critiques. Écoutons le directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahamoud. Nous avons commencé la première formation de l'école internationale africaine de la protection civile. La première formation a débuté le 11 mai. Elle s'est clôturée aujourd'hui, le jeudi 22 mai. C'est une formation qu'on appelle GOC 4, c'est-à-dire c'est le dernier niveau à la gestion des catastrophes opérationnelles, qui consiste à gérer, lorsqu'il arrive une crise, comme elle l'a si bien dit lors de son discours initial, la présidente de la promotion, le lieutenant qui nous vient tout directement du Congo-Brazzaville, qui consiste à gérer en fonction des moyens dont on dispose, parce que la structure va de petits moyens, c'est-à-dire un premier secours, une citerne, pour une grosse opération. Donc ça, c'est la gestion des grosses opérations, qui consiste à mettre en place des officiers supérieurs et subalternes qui ont participé à ces formations, qui nous viennent directement de pays africains francophones et aussi d'autres pays africains. C'est un honneur pour Djibouti d'abord, d'avoir réuni tous nos collègues et frères africains dans notre petit pays. La gestion de crise opérationnelle, c'est le dernier niveau de la gestion des opérations. Donc voilà, grosso modo, en quoi consiste cette formation. Et nous ne faisons que commencer aujourd'hui à l'Académie de la police d'Isfar Habane Anagad, dont nous avons mis, avant de voler de nos propres ailes, l'école internationale. Cette école africaine internationale de la protection civile, comme vous le savez, il y a déjà un précédent en République de Djibouti, il y a le 3PJ. Donc c'est la deuxième école dans les ENVR. Les ENVR, ce sont les écoles à vocation régionale. Donc là, on ne peut pas dire de vocation régionale parce que c'est une vocation continentale. Nous ne ciblons pas non seulement en ce qui nous concerne Djibouti, pour que cette école est bien appelée école internationale, mais aussi africaine. D'accord, le continent est composé de plus de 55 États. Et à cet égard, cette école va essayer de pallier non seulement aux besoins et aux acquis dans le domaine de la sécurité civile et de la gestion des catastrophes des pays amis et frères de toute l'Afrique, qu'ils soient francophones, parce que pour le moment nous avons des francophones, mais aussi des pays de la sous-région. Anglophones. Comme vous le savez, Djibouti se trouve dans un îlot de pays anglo-saxons et que nous sommes le seul pays en Afrique de l'Est qui parle le français. Raison de plus pour qu'on puisse amener cette école. Et je peux vous dire qu'avec notre appui et la disponibilité des acquis dont la République de Djibouti dispose, c'est la raison pour laquelle cette école a été choisie par la coopération française, par le ministère par la République française, pour pouvoir mettre cette école depuis sa délocalisation de l'Afrique de l'Ouest à Djibouti. Qu'on a pu mettre cette école. Vous savez, cette école avait fait la convoitise d'autres pays africains beaucoup plus grands comme la Tunisie, le Cameroun. C'est par notre dynamisme, notre professionnalisme et des acquis dont la République de Djibouti dispose qu'a été choisie la mise en place de cette école.
Eh bien, voici les propos du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer la réussite de la première promotion de l'École supérieure internationale de la protection civile. Cette formation a permis 13 officiers de 11 nationalités dévoués et engagés d'acquérir des compétences clés pour répondre aux défis toujours plus exigeants de leur mission, protéger et sauver des vies. Je tiens tout particulièrement à féliciter les récipiendaires pour leur engagement, leur sérieux et leur persévérance tout au long de cette période de formation. Vous avez incontestablement acquis les compétences et les connaissances nécessaires pour faire face à vos responsabilités et contribuer efficacement à la sécurité de vos concitoyens. La journée d'aujourd'hui marque une étape significative et importante qui correspond à la concrétisation d'un vaste et ambitieux projet de création d'une école nationale à vocation régionale. Grâce à une volonté déterminée du directeur général de la police nationale et du directeur national de la protection civile, a permis d'accomplir auquel s'est associée la coopération de sécurité et de défense française pour mener à ces centres le statut de l'école nationale à vocation régionale. Direction Doha, où dans le cadre de sa visite de travail à Doha, le colonel Mohamed Jamadou Ali, commandant de la garde républicaine djiboutienne, a été reçu le mercredi dernier par le général de corps d'armée Azza bin Khalid, commandant de la garde Amiri du Qatar. Il était accompagné de son Excellence M. Daïb Doubet Roble, ambassadeur de la République de Djibouti à Doha, ainsi qu'une délégation composée notamment du chef de service casernement colonel Ahmed Hashim Aloui et de son chef de cabinet, le capitaine Haned Abdillahi Abdi. Le général Azza bin Khalid a chaleureusement souhaité la bienvenue au colonel Mohamed Jamadou Ali et à la délégation qui l'accompagnait, saluant l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays, fondées sur l'amitié, la coopération et la confiance mutuelle. Au cours de cette rencontre, les deux hauts responsables ont passé en revue les relations entre les institutions respectives. Ils ont échangé sur les perspectives de coopération dans le domaine de la formation, du renforcement des capacités, des échanges d'expertise ainsi que la sécurité conjointe. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de bâtir un partenariat stratégique, durable, équilibré, fondé sur la complémentarité et adapté aux enjeux actuels à l'échelle régionale et internationale. Retour à Djibouti, où la Commission nationale des droits de l'homme poursuit ses efforts de renforcement des capacités des forces de l'ordre sur les droits humains. En effet, toujours dans le cadre du projet intitulé « Amélioration du mandat des pratiques de la Commission nationale des droits de l'homme » financé par l'Union européenne, organisé cette fois-ci un atelier de formation au profit des 25 officiers de police judiciaire de la police nationale. Cet atelier s'inscrit dans une démarche visant à promouvoir les droits humains à travers le renforcement des compétences acteurs clés du système judiciaire, des participants qui ont bénéficié des formations intensives et spécialisées portant sur les bonnes pratiques en matière de respect des droits de l'homme. L'atelier visait à renforcer les connaissances des officiers de la police judiciaire concernant les notions de mécanismes de droits de l'homme, promouvoir une meilleure approche respectueuse des droits des personnes dans le cadre des enquêtes des arrestations, encourager une collaboration efficace dans les forces de l'ordre. Cette formation a marqué une étape importante dans le renforcement des capacités institutionnelles et humaines dans la police nationale qui joue un rôle primordial. La notion de droit humain qui est répartie en plusieurs phases, la non-discrimination, celle du genre, celle de la protection des enfants, celle de l'accueil des victimes, celle de l'observation de la dignité humaine du prévenu.
Eh bien, comme je vous le disais, la Commission nationale des droits de l'homme renouvelle sa volonté à travailler avec toutes les parties prenantes pour promouvoir une culture des droits humains dans toutes les sphères de la société. Écoutons à présent le président de la CNDH, M. Ali Soubane Ataye. Bienvenue à la police, aux officiers de police judiciaire de la police nationale. Dans la droite ligne des formations que nous avons entrepris de donner en termes de droits humains à l'ensemble des forces de sécurité et surtout plus spécifiquement aux officiers de police judiciaire. Nous voici donc avec vous aujourd'hui. Au-delà de la présentation des dispositifs de droits humains et des notions des droits, nous voudrions aussi avoir un échange. C'est pour ça que nous avons invité aujourd'hui un représentant du parquet, en l'occurrence le substitut du procureur Aboubakar. Nous savons que aussi dans la chaîne judiciaire, il y a un certain nombre de dispositions de fonctionnement par rapport au cabinet A, cabinet B, cabinet C. Donc nous voudrions savoir aussi quelles sont les relations et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans l'application des codes de procédure civile et des enquêtes que vous menez au quotidien et les relations avec les parquets et vos supérieurs hiérarchiques. Donc ce sont des questions que aussi nous aimerions évoquer pour que le travail d'officier de police judiciaire soit vraiment un plus qui compte dans la vie et le quotidien et le travail au jour le jour. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, nous avons entamé la deuxième étape de renforcement des capacités. Cette fois-ci, nous avons pu former 25 officiers de police judiciaire de la police nationale. Nous avons vu le cadre international des droits de l'homme et aussi les bonnes pratiques émises par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme dans le respect des droits de l'homme dans le cadre des forces de l'ordre, qu'il s'agisse des enquêtes, des arrestations, des détentions. Nous avons, à travers ces renforcements de capacités, voulu accentuer le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme comme étant un garant et un protecteur des droits et faire en sorte que les agents des forces de l'ordre soient aussi nos ambassadeurs permettant de faire respecter les droits des personnes. Nous remercions donc l'Union européenne pour son financement dans le cadre de notre projet d'amélioration du mandat et des pratiques au sein de la Commission nationale des droits de l'homme qui nous permet in fine de former les agents des forces de l'ordre et d'élargir nos formations aux organisations de la société civile. Direction le nord du pays où tout est enfin prêt à Obok, car la ville vivra au rythme du tout premier forum culturel ainsi de la mer Rouge. C'est un magazine de la rédaction. Tout est fin prêt à Obok. Dans quelques heures, la ville vivra au rythme du tout premier forum culturel de la mer Rouge, un événement inédit, placé sous le patronage du Premier ministre, initié par l'association Arkena. Pendant 3 jours, cette cité chargée d'histoire deviendra le théâtre d'un grand brassage culturel où tradition, savoir-faire et échange animeront le riz, les places et les esprits. Entre expositions artisanales, jeux ancestraux, conférences sur le patrimoine, commerce transfrontalier et spectacles, Obok vivra au rythme des traditions, des débats et de la fête. Cet événement que nous préparons depuis bientôt 1 mois, pour lequel on a eu plusieurs réunions préparatoires, que ce soit au niveau de la capitale, que ce soit au niveau d'Obok, touche à sa fin. Nous sommes aujourd'hui en train de rentrer dans la dernière étape du terrain et pour ces travaux, toute l'équipe de l'association Arkena, qui est donc l'initiatrice, plus les autres membres du comité d'organisation et toute la région aujourd'hui se prépare à accueillir cet important événement. Je tiens à préciser que ce premier forum culturel de la région d'Obok, qui va regrouper donc
la ville de Zela, la région Kil Afar, la ville de Massawa, le Yémen aussi, et toutes les régions de la République de Djibouti aussi. C'est un forum qui va honorer toute la région. Aujourd'hui, même si c'est l'association qui est l'initiatrice, c'est un programme que toute la région s'est approprié, et les conseils régionaux, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, s'activent aux côtés de tous les bénévoles et tous ces hommes et femmes de l'ombre qui sont en train de nous appuyer pour que cet événement plutôt soit un événement grandiose à la hauteur de ce que nous voulons en faire. Mais avant d'être une terre d'accueil pour les artistes et penseurs de la mer Rouge, Obok fut la première capitale des territoires djiboutiens. Obok, ville historique, première capitale des pays. Les patrimoines que nous avons en commun avec la France, comme la résidence Léonce-Lagarde, et il y a les cimetières marins aussi, et les sources thermales. Bref, il y a beaucoup de choses qui spécifient notre région. Deuxièmement également, on parlera des commerces donc, transfrontaliers. Obok a toujours eu des échanges avec les côtes yéménites depuis des lustres. À Obok, aujourd'hui, nous avons une génération qui est à sa 6e génération des Djiboutiens, des Obokois, qui sont donc originaires du Yémen, mais qui sont des Djiboutiens, et c'est une fierté pour nous que de parler de cet événement. Le forum s'annonce comme un temps fort pour valoriser l'identité culturelle djiboutienne, renforcer les liens avec les peuples de la mer Rouge, redonner à Obok la place qui lui revient dans la mémoire et les présents de la nation. En accueillant ces forums culturels des mers Rouges, Obok retrouve sa place sur la carte culturelle de la nation. Un événement fort à suivre tout au long du week-end que nous vous ferons vivre dans nos prochaines éditions. On reste toujours dans le nord du pays où les délégations officielles et membres du gouvernement qui vont prendre part au forum culturel de la mer Rouge, un événement d'envergure placé sous le patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Mohamed, sont venus à la ville d'Obok et ont été accueillis à leur arrivée. Les officiers ont été chaleureusement accueillis par les autorités locales ainsi que le lieutenant-colonel Ilyas Youssouf Omar, commandant inter-régiment d'Obok. Cette cérémonie d'accueil marque le coup d'envoi d'un forum dédié au dialogue interculturel et à la valorisation du patrimoine et à la promotion d'identité culturelle de la mer Rouge. De là, nous passons vers le sud du pays, où dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sebié, en collaboration avec les éléments de la police du détachement d'Ali Sebié et l'armée BIAS, ont intercepté à proximité du périphérique du secteur de la ville d'Ali Sebié une importante quantité de marchandises de contrebande. Rappelons que la marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total est estimé à 3300 kg de 4, les contrebandiers voulaient l'acheminer à la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sebié, M. Mohamed Moumen Hassan. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de 4 non autorisées et importées et à vendre dans les marchés nationaux sont saisies et brûlées par les corps en uniforme de la région.
Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne a tué au moins 119 Palestiniens mercredi lors des frappes aériennes ciblant des habitations dans l'ensemble de la bande de Gaza, ont indiqué des sources médicales. 5 Palestiniens ont été tués lors des frappes visant et rassemblant des civils dans la ville de Jabalia, peu après qu'un ordre d'évacuation a été lancé concernant ces vastes zones du nord de Gaza. 2 jeunes filles et une femme ont également été tuées dans une frappe aérienne dans la maison de la famille Al-Nadr, dans le quartier de Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Et dans la page sport de l'actualité internationale, c'est le premier titre majeur pour Tottenham depuis qu'il a remporté la Coupe de la Ligue anglaise en 2008 et le premier triomphe européen depuis qu'il a remporté sa deuxième Coupe de l'UEFA, l'équivalent de l'Europa League. Aujourd'hui, en 1984, Tottenham bat Manchester United 1-0 pour remporter l'Europa League et mettre fin à une longue disette de trophées. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.